Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale élection régionale. Et ce soir, c'est Martin Malvy qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler un petit peu de votre programme, mais on va commencer de suite par vous présenter. Pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes né le 24 février 1936 à Paris. Vous avez commencé votre cursus à l'école primaire de Souillac, je crois, puis le lycée Gambetta à Cahors. Alors comment ça s'est passé en fait, la redescente dans le sud, ou la descente plutôt dans le sud? Bon, mes parents ont simplement décidé de venir se réinstaller dans la région, à l'époque à Cahors. La famille est originaire de Cahors. Je suis un peu né à Paris par accident, ça arrive à beaucoup. D'accord. Donc c'était le retour de mes parents sur le département du Lot, donc le lycée de Cahors. D'accord, alors justement, vous disiez que vous étiez aussi implanté dans le sud. Votre grand-père faisait de la politique déjà? Oui, il y a longtemps de ça, mais mon grand-père avait été député du Lot, pas de la même circonscription que celle dont je l'ai été. Mais il avait fait de la politique, il avait été au gouvernement pendant la guerre de 14. Oui, c'était pendant la troisième. Ça remonte un peu loin. Ouais. Et ministre aussi, assez souvent? Oui, et moi, quand je me suis présenté, il était décédé depuis déjà longtemps. Hein, depuis plus de 30 ans. Ça vous a donné aussi envie de faire de la politique? Peut-être cela m'avait-il éloigné de la politique. Quand je suis devenu journaliste, j'avais bien décidé de ne jamais faire de politique de ma vie. Ouais. Et puis, vous voyez qu'on peut se tromper dans la vie. Oui. Donc j'ai changé quelques années plus tard, parti en politique sans le vouloir réellement, poussé par des amis, et puis je n'en suis pas sorti. D'ailleurs, le journalisme, vous avez fait la faculté de droit à Toulouse, vous avez une licence. Oui. Comment vous en êtes arrivé au journalisme, justement? Vous aviez fait la faculté de droit avec l'envie de faire du journalisme? J'avais, quand j'étais jeune, deux projets bien différents. Je voulais être architecte, c'est peut-être pour ça que j'ai fait du droit. Et à l'issue de mes études de droit, comme j'avais aussi caressé l'idée d'être journaliste, je suis rentré à Sud-Ouest, à l'époque c'était Sud-Ouest. Et puis j'ai travaillé pendant quelques années à Tours, à la République de Tours, avant de rentrer à la Dépêche du Midi. Vous étiez journaliste politique à l'époque? Non, j'étais chef d'agence de la Dépêche. J'ai été chef d'agence de la Dépêche à Tarbes d'abord, dans les Hautes-Pyrénées, responsable de l'édition des Hautes-Pyrénées, puis à Brive, en Corrèze, puis à Agen, dans le Lot-et-Garonne, puis à Cahors. Donc on dit 4 agences départementales, jusqu'au jour où, ayant commencé à faire de la politique, je suis devenu maire de Figeac, et à ce moment-là, j'ai démissionné de mes fonctions de professionnel. La conviction étant la nôtre qu'un an plus tard, je serais élu à la députation, et je l'ai été. Alors, mais j'ai regretté votre métier, qui a donc été le mien. Mais avant d'être maire de Figeac, vous avez été conseiller général du Lot à partir de 1970. J'ai été conseiller général d'un canton qui s'appelle Vérac, qui est à l'extrémité du département du Lot et de la région Midi-Pyrénées d'ailleurs, aux confins de la Dordogne et de la Corrèze. Ça c'est le premier mandat finalement. C'est le premier mandat. Et comme vous le disiez, poussé par des amis ce mandat-là, c'était ce mandat-là qui a... Oui, ce sont des amis qui à ce moment-là sont venus me chercher. Je n'étais pas très décidé à entrer en politique. Qui sont venus me chercher en me disant il faut que tu viennes te présenter
à Vérac, et je suis allé me présenter à Vérac, j'ai été élu. Un an après, j'ai été élu à la mairie de Figeac. Voilà. Donc Figeac c'est en 77 que vous avez été élu. 77. Voilà, en 77. Finalement, pourquoi pas avoir démissionné de la Dépêche au moment de votre premier mandat? Vous pouviez encore faire les deux? Vous savez, il y a un problème dans la vie politique, c'est qu'il faut vivre. La politique, quand vous êtes député, sénateur, vous avez votre viatique assurée. Ouais. Mais quand vous êtes maire, c'est pas une situation d'être maire. C'est le problème d'ailleurs des élus locaux au plan national. Bon, c'est pas le sujet des régionales, mais j'ai démissionné un an avant de devenir député. Alors après, et quand je suis devenu président de région en 98, j'ai démissionné de mon mandat de député. De député, vous avez gardé le mandat de maire? Non, pas du tout. 3 ans. Pas du tout. On ne peut pas cumuler le mandat de président de région ou de conseil général et d'exécutif d'une commune de plus de 3500 habitants. Donc j'ai démissionné de mes fonctions de maire pour ne rester que président de région, restant membre du conseil municipal pour m'occuper de la communauté de communes. Voilà, mais une petite communauté de communes. Voilà, le cumul des mandats d'ailleurs, au niveau du PS, on dit qu'il faut... Il faut supprimer le cumul des mandats. J'ai donné l'exemple. Rien ne m'obligeait à donner ma démission de député quand j'ai été élu président de région. Je peux tout à fait rester président de région et député. J'ai estimé que c'était incompatible. Donc j'ai démissionné de mon mandat de député, je m'en suis retiré. J'ai estimé qu'on ne pouvait pas présider une grande région, même une région, et être en même temps parlementaire. C'est en termes de temps que c'était pas possible? En termes de... Oui, bien entendu, en termes d'emploi du temps. La région, c'est du 24 heures sur 24, ou tout du moins c'est du 12 heures sur 24. C'est tous les jours, la région. C'est pas épisodique. La région, c'est tout le temps. C'est toute la durée de la semaine sur des activités de préparation de dossiers, de préparation de projets, de mise en œuvre de projets, de discussions, de débats, de rencontres permanentes. Et puis, généralement, le week-end, c'est occupé à aller à des manifestations qui, généralement, elles, sont elles-mêmes la suite de décisions déjà prises. Quand on voit un élu couper un ruban, généralement, c'est que pendant plusieurs mois au préalable, il a travaillé sur le dossier, c'est l'aboutissement. Donc c'est une activité. J'ai été ministre. Je peux dire que l'activité de président de région, si on veut la faire comme je la fais en tout cas, c'est plus prenant qu'une activité ministérielle. Le ministre, il peut, pendant 2 jours ou 3 jours, il peut s'échapper s'il le souhaite. Président de région, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, moi j'ai une conception de cette fonction qui veut que il faut y être en permanence et s'y consacrer pleinement. D'ailleurs, vous avez touché un petit peu tous les mandats dans votre carrière. Vous le disiez, ministre, vous avez été 2 fois secrétaire d'État aussi, sous le gouvernement Fabius, sous le gouvernement Bérégovoy. Il y a 12 ans, quand vous êtes dit, maintenant je me présente à la région, c'était quoi le but réellement? J'ai fait un choix. J'aime cette région. J'y ai vécu toute ma vie, à part une petite incursion pendant 2 ou 3 ans dans un journal de Tours, la Nouvelle République de Tours. J'y ai vécu, je l'aime. J'ai vu là une opportunité de construire une politique. Quand vous êtes parlementaire, une fonction très honorable, mais quand vous êtes parlementaire, vous êtes dans la majorité, vous êtes dans l'opposition, vous ne construisez pas directement. À la présidence de la région, j'ai à écouter ce que disent les gens, mais les interlocuteurs, qui sont généralement des professionnels, des représentants des branches économiques, secteur économique, de l'éducation, de la formation, des associations, il faut écouter. Il faut imaginer des projets pour construire une politique, puis après ça, il faut la mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous êtes en même temps à l'origine de projets, à l'instruction des projets, généralement difficile à monter. Vous avez à les faire passer devant une assemblée, à faire voter une assemblée sur ce projet, et après ça, à les exécuter. Donc il y a un vrai travail de construction. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être est-ce que cela représente aussi un travail d'architecte. Avec le recul, c'est le plus intéressant ou le plus prenant en tout cas, des mandats que vous ayez occupés? Je crois que c'est, c'est le plus passionnant de tous les mandats que j'ai exécutés, que j'ai remplis. Même si on n'a pas tous les moyens, même si on souhaiterait que la régionalisation soit plus complète qu'elle n'est aujourd'hui en France, il n'en demeure pas moins que les régions ont un certain nombre de moyens. Il ne faut pas les comparer, comme le font certains,
aux régions espagnoles ou aux régions allemandes. Les Länder. Nous n'avons pas la même conception de construction de nos institutions. Nous ne sommes pas un pays fédéral. Eux sont des pays fédéraux. Quand on compare les budgets, on commet une erreur. En tout cas, il faudrait mieux apprécier. Les régions espagnoles assurent la rémunération des enseignants. C'est pour ça que vous voulez assurent la rémunération de la police. Bon, ce sont des missions que nous n'avons pas. Donc ça gonfle effectivement leur budget. D'où la création de l'Eurorégion, par exemple. L'Eurorégion est une volonté de coopération avec nos partenaires espagnols. Je prends l'exemple de l'Eurorégion, d'un sujet dont on va peut-être parler. José Montilla, le président de la Catalogne, était ici à Toulouse il y a 3 semaines, et nous évoquions ensemble le dossier de TGV Toulouse-Narbonne. Bon. Toulouse-Narbonne, c'est Toulouse-Narbonne-Montpellier, c'est Toulouse-Narbonne-Barcelone, Toulouse-Narbonne-Marseille et Toulouse-Narbonne-Lyon. Montilla, le président de la Catalogne, est très intéressé et nous avons décidé d'agir ensemble, de nous épauler tous les deux pour que lorsque le passage du TGV sera fait sur Barcelone, actuellement le chantier est sous la Sagrada Familia, chantier considérable à Barcelone, mais que lorsque ce chantier va être achevé, on puisse le plus rapidement possible débloquer le dossier Toulouse-Narbonne, pour lequel nous sommes déjà en chemin, puisque nous finançons depuis le début de l'année, fin de l'année dernière, les premières études sur Toulouse-Narbonne, avec Languedoc-Roussillon, avec l'Aquitaine et avec l'État, bien entendu, à 50% chacun. Il manquerait ce tronçon, disons, pour faire le Toulouse. Il manquera ce tronçon pour faire Atlantique-Méditerranée. C'est-à-dire pour relier Bordeaux par Toulouse à la Méditerranée, Barcelone et Marseille. Ça va changer complètement les choses. Alors on y est, on est maintenant dans la démarche qu'on a connue il y a 10 ans, quand nous avons lancé le projet du TGV sur Paris. Parce que le projet du TGV sur Paris, nous l'avons lancé, nous l'avons sorti de l'obscurité dans laquelle il se trouvait, à l'occasion de la signature du contrat de plan entre l'État et la région. C'était maintenant il y a 10 ans. Il faut de l'obstination, vous savez, en politique parfois. Oui. Justement, c'est cette obstination qui a fait que vous avez voulu un nouveau mandat. Voilà, 12 ans, ça fait beaucoup. Oui. On vous le reproche des fois aussi. Non. Mes adversaires, oui, voilà, bien sûr. Vos adversaires, bien sûr. Ceux qui voudraient me succéder. Ça, voilà, exactement. C'est pas anormal. Qu'est-ce qui a fait que mes amis ont estimé l'inverse. Il vous manquait ces 4 ans, oui, vous pensez il manque ces 4 ans parce que je tiens absolument à aller au bout d'un certain nombre de politiques. Je viens de vous dire, le TGV, on n'en parlait pas. Il a fallu qu'on arrive, quand je suis arrivé aux affaires régionales, pour qu'on sorte le TGV. On l'a arraché. Il y a eu des tas de discours, et puis après, d'autres s'en sont occupés aussi. Mais le déclic, le TGV, enfin, il faut y aller parce qu'on est en retard, je le revendique. Je dis, c'est moi, avec Lionel Jospin, il était à l'époque Premier ministre, et avec Jean-Claude Guessot, qui était ministre des Transports. Nous avons sorti le TGV. Dans 2 ans et demi, 2012, fin 2012, début 2013, nous devons ouvrir le chantier. Je tiens à assurer la continuité de l'instruction et à être en permanence sur ce dossier. Il ne faut pas le lâcher. Sinon, il risque de nous échapper. Je prends cet exemple-là. Il y a d'autres exemples que je pourrais prendre. On y reviendra en matière économique et en matière d'emploi. Il y a des politiques que nous avons engagées et sur lesquelles je tiens absolument à ce qu'elles soient ancrées dans le territoire de Midi-Pyrénées. Bien sûr. Ce sera le dernier ? Ah oui. Oui. Probablement. Sauf si les amis me le demandent. Vous savez, ce n'est pas un problème de nombre de mandats. Beaucoup de ceux qui disent mandat. Bon, ceux-là n'ont jamais été élus au suffrage direct. Bon, juste pour revenir un petit peu sur l'élection par elle-même, c'est une élection un peu comme les élections européennes, les dernières élections, où il y a beaucoup d'abstention. Souvent peut-être parce que les Français ne comprennent pas réellement à quoi sert la région et ce qu'on peut faire dans la région. Alors finalement, je vais vous faire expliquer un petit peu. Vous êtes en première ligne et quelles sont les compétences et surtout sur quoi la région est incompétente. Justement. Vous savez, j'ai fait une réponse qui ne vaut pas pour vous. Mais si les médias, d'une manière générale, ne limitez pas leur intérêt pour les régions à une fois tous les 6 ans, nos concitoyens sauraient mieux ce qu'elles font. Aujourd'hui, les médias sont pleins d'élections régionales, on parle beaucoup d'élections régionales, mais depuis 6 ans, ils ne disent rien. Et quand on cherche à expliquer les politiques régionales, ça n'intéresse pas les médias. Donc il faut faire attention les uns les autres.
incontestablement, nos concitoyens ne savent pas exactement ce que font les régions, mais les médias ne peuvent quand même pas le reprocher aux régions, alors qu'ils s'intéressent, eux, la plupart, aux régions, une fois tous les 6 ans, quand il y a des élections. Alors que les régions, comme d'ailleurs les départements et les communes, ont pris une place considérable dans la vie de nos concitoyens, sans parfois que nos concitoyens le sachent. Donc vous pensez que vous avez aucun rôle là-dedans? Je pense, si, nous on a des communications. On sait très bien aujourd'hui que la grande communication sont quand même les médias, les télévisions, c'est l'image. Or, il y a peu d'images ou il n'y a pas d'images. Je prendrai un exemple. Depuis 2004, nous avons en compétence les écoles d'infirmières, d'aides-soignants, les kinésithérapeutes. Ce sont les régions, 2004. Je n'en ai jamais entendu parler sur les médias. Encore une fois, ce n'est pas vous que je vise. Et je ne vise pas les médias en tant que tels. Mais notre pays a une telle conception du centralisme, une telle conception du fait que tout dépend de Paris, que tout se fait à Paris, que tout est le gouvernement, que beaucoup ouvrent les yeux ronds quand on leur dit, eh bien, il y a des infirmières, il y a des kinésithérapeutes, il y a des manipulateurs de radiologie, il y a des conducteurs d'ambulance. Ce sont les régions aujourd'hui qui assurent ces formations. Si je dis il faut reconstruire l'école d'infirmières, les écoles d'infirmières de Toulouse, on reconstruit actuellement celle de Pamiers ou celle de Millau, on me regarde avec des yeux ronds. Pourquoi? C'est pas qu'il n'y ait pas des communiqués de presse, mais en règle générale, ça n'intéresse pas beaucoup la presse. Alors, vous avez raison, nos concitoyens ne savent pas très bien ce que font les collectivités, et c'est la raison pour laquelle nous sommes demandeurs d'une vraie réforme des collectivités territoriales, pas de celle que Sarkozy et la droite sont en train de mettre en place, d'une vraie réforme qui clarifie les compétences pour que nos concitoyens le sachent. Mais il faut bien voir que, en réalité, aujourd'hui, de la petite enfance à la maison de retraite, de l'école au métier, il y a les collectivités locales. Dans la commune, quand le gouvernement décide de ne plus accueillir les enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle, qui prend le relais? C'est la commune qui le fait. Quand les personnes rentrent en maison de retraite, qui est compétent sur les maisons de retraite? C'est le conseil général. Qui assure les formations dans les lycées à travers la modernisation des outils de production? Ce sont les régions. Et qui, après ça, travaille avec les entreprises, les PME, les PMI, la recherche, pour développer, moderniser nos équipements. C'est la région essentiellement. Voilà, donc on a des compétences dédiées par la loi, et puis on a des compétences générales d'aménagement du territoire. Bon, alors juste avant de passer à votre profession de foi, à vos idées, je vais essayer de vous faire répondre sur pas mal de petites polémiques. La première, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, votre âge, 74 ans. Moi, je ne suis pas venu pour polémiquer. Je suis président de région sortant. Donc vous permettez de dire que je suis venu pour parler de politique régionale. La petite polémique dans laquelle essaye d'enferrer la candidate UMP ne m'intéresse pas. Elle n'a rien dans son projet, rien dans son programme. Elle est comptable et responsable des politiques nationales qui aujourd'hui se retournent contre nos concitoyens. Aujourd'hui, les médias nous disent 320 000 emplois industriels supprimés en France en 2002. C'est beaucoup plus intéressant que le reste. Donc moi, je ne suis pas venu pour polémiquer. Ça ne m'intéresse pas, je le dis. Je suis venu pour vous parler de politique régionale. Alors, moi je dis, il y a une partie nationale, bien entendu. Bien entendu. La politique n'est pas comme ça, ça ne tombe pas du ciel. Quand nous disons, nous, on a une action majeure en matière de modernisation de l'économie, de modernisation de nos entreprises, leur gouvernement s'est retiré. Vous n'avez plus, depuis 2007, je prends cet exemple, une seule aide à la modernisation de nos entreprises petites et moyennes, de la part du gouvernement. Les PME, PMI, en Midi-Pyrénées, en production, dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, ce sont à peu près 3 500 à 4 000 entreprises. Celles-là, pour les moderniser, pour les adapter, pour leur permettre de se moderniser, l'État s'est échappé. Que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans le reste du secteur. Qui a pris le relais? La région. C'est nous qui avons pris le relais. Alors, ça, c'est pas de la polémique. C'est nous qui avons pris le relais. Nous avons, entre fin de l'année 2007 et aujourd'hui, signé des contrats avec 686 entreprises de Midi-Pyrénées.
Et c'est ça que nous voulons continuer de faire. Nous avons mis en place une politique, après un large débat avec les entreprises, les responsables des branches, les chambres de commerce, les chambres d'industrie, les chambres d'agriculture, qui a abouti à cette contractualisation. Sous condition, bien entendu, j'entends beaucoup de romans, quand on n'a pas grand-chose à dire, on invente, ce qui existe déjà, sous condition, bien entendu, de non-délocalisation, c'est clair, et de maintien de l'emploi. Il y a une entreprise qui a été aidée dans sa modernisation, qui a délocalisé. 15 jours après, elle avait remboursé à la région la subvention que nous lui avions attribuée. Donc on a ce dispositif sur l'emploi qui est le problème majeur aujourd'hui pour beaucoup de nos concitoyens. Ce dispositif, on va poursuivre. En 2004, j'avais dit, on va augmenter le budget de la recherche de la région de 50%. Certains m'avaient dit, tu es un peu fort. On l'a augmenté de 130%. Pourquoi est-ce qu'on l'a augmenté de 130%? Passant de 13 millions d'euros par an à plus de 35 millions d'euros par an. Pourquoi l'a-t-on augmenté? Parce que nos financements de recherche, de crédit de la région, sont affectés uniquement à un rapprochement ou à des rapprochements entre des entreprises, PME, PMI, donc des employeurs, et des laboratoires de recherche. C'est une chance fabuleuse pour Midi-Pyrénées. Cette politique que nous avons initiée, elle est reprise aujourd'hui au plan national. Dans beaucoup de projets d'équipes de gauche d'ailleurs, cette contractualisation est reprise. Je souhaite, pendant les 4 ans qui viennent, la parfaire. On devrait arriver à peu près à une contractualisation avec une entreprise sur 2 en Midi-Pyrénées pour leur modernité, leur modernisation, pour le fait qu'elles puissent lutter contre la concurrence que nous livrent des pays qui ont d'autres moyens de développement, et notamment la pression sur les salaires, les pays à bas coût. Donc nous devons répondre par de la modernisation, de l'adaptation et de la création de l'emploi par ce biais. Ça, c'est une politique régionale. Alors, je me suis un petit peu penché sur votre campagne des régionales. Il y a une petite nouveauté. Vous faites appel aux nouvelles technologies. Vous avez un site internet qui est plutôt bien fait, Facebook, Twitter. Ça vous semble incontournable aujourd'hui d'être sur la toile? Je crois, oui, c'est un mode de communication et d'échange. C'est pas nouveau, déjà, la dernière fois, nous l'avions fait. Mais l'information, elle est d'origine diverse. On va chercher l'information selon son approche, son caractère, ses aspirations. On ne peut quand même pas occulter le fait, on ne peut pas occulter le fait que, notamment les jeunes, vont davantage souvent s'informer sur la toile que dans l'écrit. Mais ce n'est pas uniquement la technologie de la campagne électorale, c'est aussi ce que nous faisons, par exemple, en matière d'éducation. Nous achevons avec l'université à Toulouse la numérisation. Nous allons être l'une des 3 régions de France équipée sur l'université numérique. Ça, c'est pour les mois qui viennent, avant la fin de l'année. L'université sera numérique. On a déjà mis en place un certain nombre de documents, de cartes, qui donnent accès à un certain nombre de services à partir des technologies de l'information. Ça, on l'a fait sur l'université. On est en train d'achever aujourd'hui l'équipement de nos lycées, on appelle les environnements numériques du travail, c'est-à-dire l'utilisation en termes de relations personnelles, enseignants, parents, élèves, parents, enseignants, et pédagogie, ajout de cours ou d'informations à partir d'un réseau sur les environnements numériques du travail. On a déjà équipé 80 lycées. C'est la raison pour laquelle, vous m'interrogez sur la toile, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de permettre à tous les jeunes qui entrent en seconde d'être titulaires, propriétaires d'un ordinateur portable. Parce que si nous ne le faisons pas, compte tenu de l'entrée en force des technologies dans le lycée, dans le lycée lui-même, il y aurait les jeunes auxquels les parents achètent ou ont déjà acheté un ordinateur portable. Il y en a quand même pas mal. Et puis les enfants de ceux pour lesquels les parents n'auraient pas les moyens de sortir les 400, 500, 350 euros qu'il faut. Donc nous allons permettre à tous les jeunes d'être titulaires, d'être propriétaires d'un ordinateur portable. Ce sera une bourse à 100% pour les familles les plus en difficulté, et une bourse qui sera dégressive au-delà d'un certain seuil, dont nous allons débattre avec les associations de parents d'élèves. C'est avec les associations de parents d'élèves qu'on va en débattre. On est dans la prolongation de ce que nous avons fait en 2004, la gratuité des livres scolaires dans les lycées,
la gratuité des livres scolaires dans les centres de formation pour apprentissage, ce qui fait tous les ans 118 000 chéquiers lecture, pas une paille, c'est-à-dire le nombre de lycéens et d'apprentis. Ce que nous avons fait avec la bourse de premier équipement pour l'enseignement technique professionnel, les CFA, nous avions dit, 2004, on va soulager les familles en prenant 80% de la charge de l'outil de travail qu'il faut acheter quand on rentre dans l'enseignement professionnel. Ce sont tous les ans maintenant 20 000 jeunes qui l'aperçoivent. On dit, vous voyez bien la gradation, les livres, la gratuité des livres en 2004 et la bourse pour le premier équipement, ça continue. Et on y ajoute aujourd'hui l'ordinateur portable avec une bourse de 100%. Je ne sais pas aujourd'hui quel sera le dégradé de la bourse. En complément, eh bien, vous me posez la question sur vous utilisez la toile pour la campagne électorale, en complément de l'utilisation qu'on va faire de plus en plus des technologies de l'information dans le cadre même de l'éducation et de la formation, parce que nous avons voulu équiper nos lycées pour aller de l'avant dans les environnements numériques du travail. Vous avez l'impression par rapport à Midi-Pyrénées, qui est quand même une région plutôt rurale, qu'il y a une fracture numérique ici et qu'il faut la combler? Mais la fracture numérique, elle est partout. Elle est à la fois géographique et sociale. Elle est géographique en ce sens que vous avez du haut débit dans l'agglomération toulousaine et qu'il faut que nous intervenions, ce que nous faisons. Il faut que nous intervenions pour aider les départements ou des communautés de communes pour obtenir du bon débit, du haut débit, et nous achevons actuellement avec l'État et les départements, les conseils généraux. Nous sommes pilotes d'une étude qui devrait donner ses résultats définitifs avant la fin de l'année sur le très haut débit en Midi-Pyrénées. Quel site en très haut débit, on n'est plus en haut débit, quelles sont les localisations du très haut débit et quel schéma pour le très haut débit. Mais déjà depuis 7 à 8 ans, nous aidons des collectivités à s'équiper ou à obtenir le minimum pour certains, le haut débit pour d'autres. Je prends un exemple. Nous avons initié le concept de zone d'activité économique d'intérêt régional. Il y en a 17 aujourd'hui dans la région, qui sont des grandes zones, plus de 60 hectares. Je ne détaille pas encore que, on pourrait les détailler, 30% de végétalisation, des pépinières d'entreprise, des réseaux enfouis. Il y en a 17 aujourd'hui. C'est un concept région, c'est nous qui l'avons poussé. Et sur ces zones, même si le territoire n'est pas desservi, nous exigeons et nous faisons en sorte qu'elle soit desservie en très haut débit. Voilà, donc on est vraiment dans la modernité de Midi-Pyrénées. Alors la fracture sociale, après, c'est celle qui fait que certains ont les moyens et d'autres ne l'ont pas. Et pour ça, nous avons créé les cyberbases. Les cyberbases, il y a à peu près aujourd'hui 70, 80 lieux, je n'ai pas le chiffre exact, je n'ai plus en mémoire, 80 lieux publics où on peut faire l'apprentissage d'Internet sur tout le territoire régional. C'est nous qui les avons mis en place il y a aussi 7 à 8 ans. Voilà, sur la modernité de Midi-Pyrénées. Fracture sociale, c'est ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens. La cyberbase permet d'apprendre et de se servir d'un ordinateur. J'ajouterai dans ce domaine-là que nous assurons la gratuité de l'usage des technologies de l'information dans à peu près 400 points de lecture aujourd'hui en Midi-Pyrénées. Dans les lycées, nous assurons la gratuité de l'usage. On a soulagé le budget du lycée. L'abonnement, l'utilisation, c'est la région qui paye. Et on le fait dans les lieux de recherche et des lieux publics, puisqu'on a 2 réseaux de formation à distance, SARAP et Pyramide, qui sont des réseaux de formation à distance que la région finance. J'étais encore avant-hier à Colomiers, ici, pour voir le site de Pyramide. C'est du financement régional, de la formation à distance, à travers les nouvelles technologies. Et le financement de ces ordinateurs, par exemple, vous allez le faire à travers quoi? On va financer à travers une bourse sans doute qui sera attribuée aux élèves ou à leurs familles, comme nous l'avons fait pour la gratuité des livres et comme nous l'avons fait pour la bourse régionale de premier équipement. Donc ce sera pris sur le budget de la région, d'une manière raisonnable d'ailleurs. L'UMP,
qui a publié son projet après le nôtre, est allé un peu copier beaucoup de choses d'ailleurs, et là a annoncé un ordinateur portable gratuit pour tous les lycéens et tous les étudiants. Ça fait 200 000 en Midi-Pyrénées, ça fait 80 millions d'euros par an. C'est ce que la région arrive à dépenser, en faisant un effort d'ailleurs, sur les 146 lycées de Midi-Pyrénées. Alors, il faudrait, si on était dans cette logique-là, d'abord ce serait idiot, parce qu'on finirait par offrir un ordinateur à ceux qui en ont, il y en a quand même pas mal qui l'ont, ou à aider des familles qui n'en ont pas besoin et qui ne le demandent pas. Mais il faudrait à ce moment-là liquider, il ne faudrait plus faire de travaux, de modernisation dans les lycées, il faudrait uniquement consacrer la politique scolaire de la région à l'achat d'ordinateurs. Non, nous c'est une politique sociale que nous allons mettre en place. Nous avons dit gratuité, bourse, on l'a fait un an après, donc on va le faire un an après. Moi j'ai un principe en politique. Ça ne consiste pas à raconter n'importe quoi, ça consiste à dire voilà ce que je vais faire et à le faire. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est la démonstration que nous ferons dans les années qui viennent. Alors, il y a 3 questions que j'ai posées à tous les candidats jusqu'à maintenant, donc je vais vous les poser maintenant. La première, vous voyez, vous, de quel œil la suppression de la taxe professionnelle? La taxe professionnelle, on peut la supprimer, c'est pas un problème. On dit que c'est un impôt imbécile, c'est pas nouveau. Le problème, c'est pas la suppression de la taxe professionnelle, c'est par quoi on la remplace. C'est ça le problème. Et si elle n'a pas été remplacée plus tôt, c'est parce que c'était pas facile à faire. Là, on est dans une situation qui est assurément grave et lourde, qui aura des répercussions sur l'économie si très rapidement on ne revient pas en arrière. Parce que les collectivités locales vont se trouver en difficulté. Alors, pour les communes, les départements, communautés de communes, ils vont essentiellement maintenant avoir l'impôt ménage. C'est d'ailleurs foncier bâti, taxe d'habitation. Ils n'auront plus de taxes professionnelles. Donc la tentation pour eux, ça va être ou d'augmenter l'impôt sur les ménages, ce qui est profondément injuste, ou alors de ralentir leurs interventions. Et ce qu'il y a de tout à fait anormal, choquant, c'est la critique permanente du gouvernement mettant en cause les collectivités locales sur leurs dépenses. Et les dépenses des collectivités locales, ça retombe intégralement sur le territoire de la collectivité locale. Les dépenses de la région retombent intégralement sur le territoire régional et généralement sont multiplicateurs d'autres interventions. Les régions, un peu différentes, les régions qui n'avaient déjà plus de taxes d'habitation, quand même, l'oublier. Moi je pose la question dans les réunions, je dis, vous trouvez que la taxe d'habitation de la région, ça a beaucoup augmenté depuis 5 ou 6 ans? Alors je vois généralement 2 ou 3 têtes qui disent oui, comme ça. Je dis, vous êtes sûr? Oui. Vous êtes certain? Alors, au bout d'un moment, même une petite hésitation. Vous avez regardé votre feuille d'impôt? Non. Le dernier chiffre. Mais écoutez, regardez-le, puisque depuis 2002, nos concitoyens ne payent plus de taxes d'habitation aux régions. Alors, si elle a augmenté la taxe d'habitation, ce n'est pas la région. Nous, depuis 2002, c'est Laurent Fabius, quand il était ministre du Budget, a supprimé la taxe d'habitation pour les régions. Et là, dans la réforme qui arrive, il n'y aura plus non plus de foncier bâti. Autrement dit, nos concitoyens n'auront plus d'impôt régional. C'est terminé. Quelle que soit la majorité en place, il n'y a plus d'impôt régional, puisque la loi a fait que demain, les régions auront des moyens qui leur seront attribués intégralement par des décisions nationales et des décisions du Parlement. Donc, il n'y a plus de fiscalité régionale. Mais la fiscalité régionale est une fiscalité faible. J'écrivais je répondais à un monsieur qui m'avait écrit ces jours-ci. Il a une feuille d'impôt locale qui est pas mal, qui est même lourde. Il a 1600 € je crois, si mes souvenirs sont bons, de feuille d'impôt locale. La région représente 96 €. C'est-à-dire qu'il reste 1500 et quelques euros sur sa feuille d'impôt. L'impôt régional pèse pour 7%. Enfin, n'en parlons plus, il n'y en a plus. Donc il faudra prendre ces financements sur des moyens à dégager par ailleurs. Moi j'ai chiffré le projet que bien entendu nous avons mis en place. Les 45 mesures, les 220 mesures, nous l'avons chiffré de telle sorte qu'il soit supportable. Il représente à peu près en mesures nouvelles l'équivalent de 35 millions d'euros au bout de 2 ou 3 ans par an. C'est supportable par le budget régional. Je fais remarquer que nous sommes la région, et je me suis attaché à la gérer de cette manière-là, avec ces 2 caractéristiques. Nous sommes la région de France qui investit le plus par habitant, et nous sommes la région de France la moins endettée. C'est-à-dire que je me suis efforcé de mener une politique budgétaire de la région qui nous permette d'avancer, d'investir, quand je dis d'investir,
d'aider aussi les autres à investir. J'ai évoqué les entreprises, les 686 entreprises avec lesquelles on a signé. Quand on dit on apporte une aide à une entreprise, on lui apporte 10%, 15%, 20% de l'aide. C'est-à-dire que si on amène 200 000 euros de subvention, ça veut dire qu'elle va investir 1 million. Hein. Donc on est un multiplicateur des investissements. Et la fiscalité régionale, il n'y en a plus, on n'en parle plus, c'est fini. On en reparlera peut-être dans 2 ans, quand certaines régions se trouveront beaucoup plus en difficulté que nous ici en Midi-Pyrénées, et que ce sont les associations qui ne seront plus aidées, ce sont le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui ne sera plus soutenu comme il l'est. Aujourd'hui, 73% des investissements publics en France, ce sont les collectivités locales. Si demain les collectivités locales n'ont plus les moyens, c'est le secteur du bâtiment et des travaux publics qui va supporter. Si elles n'ont plus les moyens, c'est la modernisation des entreprises qui va le supporter. Si elles n'ont plus les moyens, c'est les aménagements dans les lycées qui vont le supporter. C'est pas les élus qu'on va punir, c'est les citoyens. Et cette réforme est d'autant plus absurde que les collectivités locales, elles, n'ont pas de déficit. Il faut bien expliquer ça à nos concitoyens. L'État, lui, il peut bâtir son budget, puis il peut passer à la banque, il emprunte de l'argent pour payer les dépenses de fonctionnement. Il peut dire, les dépenses de fonctionnement, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a une situation budgétaire terrible. C'est-à-dire à partir du mois d'octobre, les dépenses de fonctionnement de l'État, elles sont payées sur emprunt. Qu'une partie des dépenses de santé, de remboursement de médicaments, c'est payé par l'emprunt. Vous vous rendez compte ? On emprunte pour construire. À la maison, on n'emprunte pas ou on essaie de ne pas emprunter pour payer la facture d'électricité ou pour payer le crémier. Bon, lui, c'est ce que fait l'État. Nous, non seulement on ne le fait pas, mais on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'une commune, un département, une région qui présenterait un budget en disant pour le boucler, pour le mettre à l'équilibre, il faut que j'emprunte, le préfet dit ça passe pas. Pas abuser des chiffres, c'est toujours un peu difficile. Mais le déficit la dette de l'État, c'est 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros. Je veux dire à nos concitoyens, si vous voulez avoir une idée, multiplie aussi par 6,55, on l'aurait en francs. 140 milliards d'euros. La dette des collectivités locales, les 36 000 communes, les 100 départements, les 26 régions, c'est 80 millions d'euros. 80 milliards d'euros. Contre 1400. Vous voyez la différence, c'est-à-dire que vous enlevez la dette, les 1400 milliards, vous enlevez les 80, il reste 1300 milliards de dette de l'État. Vous voyez pourquoi pèsent les collectivités territoriales qui n'ont pas le sol. Donc les mettre en difficulté aujourd'hui sur leurs recettes, c'est une erreur économique fondamentale. Mais ça ressort d'une volonté de centralisation. On n'a pas le temps d'évoquer ça. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, on n'a pas trop le temps, on me fait des chiffres derrière la caméra, il me reste 2 questions, donc il va falloir y répondre un petit peu plus rapidement. L'axe autoroutier entre Toulouse et Castres, pour ou contre, et la politique de réintroduction de l'ours, pour ou contre? Bien sûr, l'axe pour l'itinéraire routier entre Castres et Toulouse. Je ne comprends pas. Nous sommes arrivés à accrocher Auch-Toulouse. On avait accroché la moitié au précédent contrat de plan. Nous sommes arrivés à accrocher Rodez-Toulouse maintenant, avec l'appui de Philippe Martin dans le Gers, de Nicole de Biémouret dans le Gers comme député. Nous sommes arrivés avec Marie-Lou Marcel, avec le maire de Rodez, à appuyer pour obtenir le déblocage de Rodez-Toulouse. Je ne sais pas, franchement, ce qu'ont fait les élus du secteur de Castres, je le dis sans passion et sans polémique, mais nous avons, nous, appuyé sur ces 3 itinéraires, parce que je considère Castres est un des bassins les plus importants de vie, donc il faut absolument arriver sur Castres au désenclavement, comme nous allions y arriver. Et je ferai remarquer une chose, c'est que si le TGV, c'est nous qui l'avons sorti il y a 10 ans avec une politique de gauche, l'achèvement de ces itinéraires autour de Toulouse, c'est encore la gauche qui est en train de les sortir, ou qui les a sortis. Donc ce sont ces politiques-là que moi je veux qu'on mène à leur terme, sans désemparer, sans lâcher la rampe dans les années qui viennent. Non, et pour terminer, donc les ours, pour, contre la réintroduction? Je crois que le problème ne se pose pas comme ça. Je crois que le problème se pose en termes de biodiversité. On ne peut pas ramener la biodiversité uniquement à l'ours, ce serait un peu commode, un peu facile.
Je pense qu'il y a eu tellement de maladresses de commises par une réintroduction sans concertation, sans débat. Tout le monde sait qu'il faut un débat long, qu'il faut une concertation, qu'il faut s'en entretenir avec ceux qui vont vivre avec ou ceux qu'on prive. Regardez le débat sur l'eau. Il est la même chose, la manifestation des agriculteurs d'hier. On ne peut pas trancher comme ça. Oui, il faut économiser l'eau. Bien sûr, il y aura des réductions d'eau. Les agriculteurs, ils le savent. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, leur dire eh bien, vos consommations, elles vont baisser de 30 à 70%. C'est pas sérieux, ils sont dans la rue. Il en a été de même pour le problème de l'ours, où ces décisions venues d'en haut, comme ça, tombées du ciel, imposées à des gens qui vivent là, ça tourne au conflit. C'est aussi comme le TGV sur la Haute-Garonne et sur le Tarn-et-Garonne. On ne va pas dire aux gens, comme ça, un 15 novembre, voilà la décision qui sera prise le 11 janvier. On se donne le temps de discuter. Et il y a là beaucoup trop de technocratie sous couverture politique. La politique, c'est autre chose. C'est respecter le citoyen. C'est quand on prend un engagement, le tenir, le conduire jusqu'au bout, c'est avoir le respect de l'autre. À la limite, c'est se mettre à la place de l'autre. Eh bien, si vous vous mettez à la place de l'autre, vous habitez dans l'Ariège, on vient vous dire, vous avez les ours à côté de chez vous, si on nous le dit comme ça, vous allez probablement protester, quel que soit l'individu. On vous dit, il y a un faisceau comme ça, le TGV, il passe à côté de chez vous, vous allez protester. C'est naturel. Et vous êtes agriculteur, vous avez investi, on vous dit, ne consommez plus d'eau, demain 30 à 70%, vous allez protester, vous et moi. Donc il faut se mettre à la place de l'autre. Il y a des orientations qu'il faut prendre. La biodiversité, il faut la respecter. Il y a plus en difficulté que l'ours slovène en matière de biodiversité, ne pas faire une fixation là-dessus et avoir sur les autres politiques de développement, d'environnement durable, une politique plus à l'écoute et à l'approche. Midi-Pyrénées, sur le podium, la région Midi-Pyrénées, avec Rhône-Alpes, pour ecoterra.net, qui est l'observatoire des politiques d'environnementales, qui, il y a 3 jours, nous a classés pour la politique que nous avons mise en place en matière d'environnement, nous, Midi-Pyrénées, en tête des régions françaises. Merci beaucoup, Martin Malvy, d'avoir répondu à nos questions. Nous, n'oubliez pas d'aller voter, c'est donc dimanche. Vous pouvez encore faire procuration jusqu'à samedi soir, normalement. Je remercie toutes les équipes de Toulouse Info, les équipes techniques de Média Broadcast et Technologies, et puis je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle émission. Au revoir.